Bonsoir Marion, bonsoir Gérard. Bonsoir Laurent. Alors pour notre premier entretien vidéo, j'aimerais savoir comment cela s'est produit pour vous, cette expérience de l'éveil, dans quelles circonstances, dans quel état d'esprit, dans quelle ambiance, je dirais, cela a pu advenir pour chacun de vous deux. Et je vais déjà commencer, je vais déjà poser la question à Marion. Okay. Moi, en fait, on pourrait dire que rien ne m'a amené à l'éveil. C'est quelque chose que je connaissais pas. L'Advaita Vedanta, j'en avais jamais entendu parler. J'étais jamais allée en Inde. Ce milieu spirituel, je connaissais pas en fait. Moi, j'ai un parcours classique. J'ai été maman et puis j'ai divorcé. J'ai eu il y a 10 ans, un divorce très difficile et c'est ce qui m'a amené à me poser la question de qui je suis en fait. Voilà. Et puis pendant 10 ans, j'ai cherché. J'ai commencé par des thérapies classiques et puis après, je me suis tournée vers le corps. Et dans un premier temps, en fait, je pourrais dire que j'ai réalisé qu'en fait, j'étais pas la tête, j'étais pas mon mental. En fait, quand j'ai travaillé sur moi, j'avais beau travailler, il y a eu comme un décrochage. En fait, je travaillais sur moi et à un moment, j'ai réalisé que j'ai beau travailler sur ce que je suis, rien n'y change en fait. Il y a toujours bazar, ça va toujours pas, il y a toujours des pensées qui sont pas belles. Mais c'est quoi ce truc? Et là, en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai pris conscience que j'étais pas le mental. Ça a commencé comme ça. Et suite à ça, en fait, je te décris brièvement, je me suis intéressée au corps de la même manière. Je me suis dit, alors, si je suis pas ce mental, peut-être alors je suis le corps. Alors j'ai commencé à faire de l'énergétique et puis il y a des expériences qui sont produites de sortie de corps, le corps qui part à des milliers de kilomètres, etc. Et la même chose, ça a été stupéfaction. Mais alors, le corps fait des expériences sans moi, c'est quoi ce truc? C'est que je ne suis pas non plus le corps. Tu vois? Je suis pas la tête, je suis pas le corps, mais alors qu'est-ce que je suis? En fait, c'est là où je suis arrivée à la non-dualité, tout simplement. Et j'ai vu Betty une fois, enfin voilà, et puis je me souviens avoir été la voir en Bretagne, et j'étais sortie de la journée avec une grande colère parce que le mental n'avait pas eu ce qu'il voulait. C'est tout ce dont je me souviens. Et puis j'ai rencontré Gérard une fois un après-midi à Nantes, et puis il s'est produit quelque chose de particulier ce jour-là, c'est-à-dire que il m'a posé une question, et à un moment, c'était plus Marion qui entendait la question, Marion s'était effacée en fait. Je l'ai reçue en tant que conscience et depuis la conscience. J'ai perçu que je n'étais pas Marion d'abord, mais la conscience qui recevait les paroles. Ça a été, wow, c'est quoi ce truc? Voilà, ça s'est passé comme ça et dans cette journée, ça s'est produit plusieurs fois. Et voilà, je pourrais dire que la première expérience, elle s'est passée là. Après, cette vision première, évidemment, elle s'affine dans le temps. Et puis il y a d'autres réalisations qui se font après, etc. Mais ça a vraiment été ce que je peux appeler le premier éveil. Voilà, voilà, en 2013. Ouais. Et est-ce que cela t'a déstabilisé? Est-ce que il y avait des choses qui t'échappaient? Cette identification au corps, à ce que tu étais justement? Est-ce qu'il y a eu un moment de flottement, d'angoisse? Non, ça a été très simple en fait. Ça a été c'est ça. En fait, c'est juste ça. Waouh. Non, c'était une joie plutôt. Ouais. Mais moi, je parle beaucoup de simplicité parce qu'en fait, il n'y a pas eu tout un pataquès autour de ça. C'est juste la simplicité de l'instant, sans artifice en fait. C'est ça. Waouh. Je me suis trompée toutes ces années, tu vois. Voilà. Très bien. Et pour Gérard? Elle était juste là à rire en fait et à dire mais tout ce que tu dis Gérard, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'était marrant. Moi, ça a été une longue recherche qui a commencé par la maladie, des problèmes de tous ordres,
Oui. Qui m'ont fait me remettre en question vraiment fort, une formation médicale bien stéréotypée, bien carrée au départ. Oui. Pour moi, quand j'étais au début, je disais les psys ils sont aussi fous que leurs malades, quoi. C'était pour dire à quel point c'était fermé. Puis la maladie aidant, je me suis rendu compte que ou bien j'étais aussi fou que tout le monde, enfin que les psys, et que leur clientèle, ou bien il y a dans mon système il y a quelque chose qui clochait. Et en fait, oui, dans mon système il y avait beaucoup de choses qui clochaient. Donc on peut dire que c'était les deux, j'étais aussi fou que les autres, et mon système clochait grave. Donc ça m'a amené à chercher à devenir thérapeute aussi, à faire toute une démarche dans ce domaine-là, en psychanalyse, gestalt, en fait, etc. Et puis à un moment donné, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? J'étais déjà installé comme si à l'époque, mais voilà, quoi, et la question c'était ça, ok, mais s'il n'y a rien après la mort, qu'est-ce que j'en ai à faire d'écouter les autres toute la journée avec leurs problèmes, quoi, j'ai peut-être mieux à faire que ça. Et là, je suis tourné vers le côté, est-ce qu'il y a Dieu ou pas, déjà? Et quoi? Si oui, et si oui, s'il y a Dieu, est-ce que ça vaut le coup de continuer à aider les autres ou pas? C'était assez extrémiste comme ça, radical. Et c'est là où j'ai demandé déjà à des gens hors de l'église, parce que j'ai aussi été de l'éducation catholique, mais bon, qui ne convenait pas, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, quoi? Est-ce que Dieu existe, etc. On dit, oui, bien sûr, mais comment je fais pour savoir, moi? C'était méditer. Oui. J'ai fait ça comme je faisais de l'approche, j'ai médité et en fait la première fois que j'ai fait ça, il s'est passé un truc très bizarre, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé assis par terre, le front par terre, et là je sais pas du tout combien de temps c'est passé. Et ce que je sais, c'est que il a été réalisé que tout, absolument tout était de l'amour pur. Ah oui. Oui, inconditionnel, total, dans un état de paix, de calme, de sérénité, etc. Et ça m'a accompagné des années, 16 ans à peu près. Puis, je suis de nouveau tombé malade, avec de nouveau un gros problème, c'est-à-dire que pendant ces 16 ans, en fait, j'ai pensé que par mes propres efforts, j'arriverais à la régulation complète. Oui. Dans ma thérapie, dans les thérapies, les gens que j'accompagnais, je pensais que j'allais les aider à s'éveiller, en fait. Alors, avoir des expériences mystiques, c'était facile. S'éveiller, réaliser définitivement qui on est, c'était une autre histoire. Et pour moi, l'éveil, c'était vivre cet état mystique en permanence. Oui. Et là, forcément, il y avait erreur, quoi. Et la vie m'a poussé à voir ça, quoi. Comment? Par la maladie, une nouvelle fois. C'est là où j'ai rencontré la mondialité. Avant, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de tout ça. Et c'est là où j'ai pu d'abord me confronter doucement à l'idée de tout éteint, à l'idée il n'y a pas de moi. Enfin, pour moi, c'était du chinois, quoi, tout ça. Je sentais ça très froid, en fait, parce que c'était on appelle le Jnana Yoga, le côté yoga de la connaissance, c'est plus orienté sagesse que amour, et moi c'était plus orienté amour avant. Et jusqu'au moment où, en lisant Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, j'ai pu réconcilier les deux. C'est Ramana qui dit que il y a deux voies, la voie de la dévotion, la voie de la sagesse, mais qui est un seul sommet. C'est à ce moment-là où j'ai pu voir qu'en réalité, au bout de la connaissance, il y avait l'amour, au bout de l'amour, il y avait la connaissance. Donc ça m'a réconcilié, ça m'a permis d'aller de l'avant. Et en fait, j'ai vite vu que, oui, il n'y avait pas de moi, pas d'auteur à tout ce qui pouvait arriver. Sauf que comme je continuais à avoir des colères, à être blessé, à me sentir triste, etc., comme la vie n'était pas merveilleuse comme dans un état mystique, il n'y avait pas d'éveil. J'ai pensé ça, c'était ma pensée, ça. Oui. Et en fait, moi, le déclenchement s'est fait via une conversation sur Internet, un chat. C'est quelqu'un qui m'a posé, une femme qui m'a posé la question, qui me disait, il y a un moi ou il y en a pas? Non, il y en a pas, c'est évident. Alors, qu'est-ce qui manque? Je suis pas éveillé, puisque il y a tous ces problèmes. Et puis, oui, mais il y a un moi ou il y en a pas? Non, il y en a pas. Bon, 3 fois comme ça, puis à la fin, elle m'a posé la bonne question, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu connais de l'éveil? Et en fait, là, j'ai réalisé que j'en connaissais rien. Seulement ce que j'en avais lu ou entendu, et puis des expériences mystiques qui, après priori, disent rien pour donner détail. J'en sais rien, en fait. En réalité, j'en savais rien. Et là, ça s'est effondré. Là, il y a un effondrement qui s'est produit. Il y a eu réalisation que oui, il n'y avait pas de moi, que oui, il n'y en avait jamais eu, et que oui, il n'y en aurait jamais, quel que soit ce qui arrive à l'organisme. C'est-à-dire que l'éveil ne veut pas dire la fin de la tristesse, de la colère, etc.
Mais la croyance en un auteur, en un moi, en un individu séparé. Et à partir du moment où il y a réalisation comme ça, alors c'est après que c'est intéressant, il y a plein de choses qui s'effondrent dans la foule. Est-ce qu'il y a eu pour chacun de vous deux une progressivité, une évolution dans le processus de l'éveil? Est-ce qu'il y a eu des étapes? Oui. Déjà, au niveau de la souffrance dont parle Gérard, il y a une intégration en fait. Comment dire, il y a l'instant d'éveil qui n'est pas un état, hein, qui est une évidence pure qui arrive à un moment. Cette évidence, elle se déploie dans l'apparence. Ce que j'appelle l'apparence, c'est l'existentiel. C'est-à-dire que c'est très étonnant, mais il y a l'évidence et il y a l'intégration au niveau du corps. C'est deux choses qui sont différentes. L'intégration, elle va être progressive, continue dans un temps. C'est-à-dire que la recherche telle qu'on la concevait avant s'effondre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de recherche d'amélioration, mais il va y avoir un regard qui va se poser sur ce qu'on appelle les résidus conditionnés, tu vois. C'est quoi ce truc? Je sais, il y a une connaissance pure que ça n'a pas de substance ou que ça n'est pas souffrant, et pourtant il y a un résidu de souffrance. Alors le regard va se poser dessus. Il y a une impression de séparation là qui est encore plus réelle. C'est quoi ce truc, tu vois? Juste ça, mais c'est une curiosité de l'instant. Il n'y a plus de volonté de résoudre quoi que ce soit en fait. Oui. Voilà. Et ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose que j'ajouterais, c'est au niveau de la vision pure. La vision pure s'affine aussi. C'est-à-dire que moi, c'est ça. Je suis passée par je suis, ce qu'on appelle, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la conscience d'être, ce qu'on appelle souvent je suis ou le regard témoin. C'est une première étape. Enfin, pour moi, ça a été une première étape. Je suis la conscience qui embrasse tous les objets, tu vois. Ça a duré plusieurs mois, je me souviens plus exactement, mais je sentais que subtilement il demeurait une séparation effective. Tu vois, tu es la conscience et tu vois les objets en ton sein. Je me disais, mais c'est quoi ce truc-là? Il n'est qu'un, et pourtant là je sens une dualité. Et je suis allée regarder comment ça fonctionnait tout ça. Je dis, je suis allée regarder, je sais pas, en méditation, c'est aller voir en fait de près cette impression de séparation qui demeurait. Et la deuxième réalisation, je pourrais dire pour moi, a eu lieu à cet instant où tout a éclaté, je pourrais dire, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai vu que ce qu'on appelle la vacuité et l'expérience, c'était une seule réalité. J'ai perçu à ce moment-là que c'était l'amour parfait. L'amour, c'était ça, la réunion, c'est... En fait, rien n'a jamais été séparé, c'est un amour plein, entier, la vacuité, tu vois, et son expression sur une seule et même réalité. Voilà. Pardon? Et pour Gérard? Évidemment, oui, il y a une sorte d'évolution dans cette apparence d'espace-temps. Ça évolue, il y a quelque chose qui se passe effectivement. Pour moi, c'est comme il y a comme différentes marches et une intégration effectivement de chaque étape de ce qui s'est passé. Par exemple, il y a d'abord, chez moi c'était même pas ça en premier, mais peu importe. Il y a par exemple le plus souvent d'abord la réalisation qu'il n'y a pas de moi, auteur, d'individus séparés. À ce moment-là, après il y a une sorte de lune de miel, tout est rose, il y a une forme de joie, de sérénité comme ça qui dure, et il y a plein de choses qui sont des conditionnements qui sont vus, qui s'effondrent, des choses ne s'affectent plus pareil, etc. Et là, il y a tout un nettoyage d'ailleurs qui se fait au niveau de l'organisme, du corps mental, c'est-à-dire au niveau des conditionnements, au niveau des blessures d'enfants, des choses comme ça. Et puis, le plus souvent, cette lune de miel s'arrête au bout de quelques temps, ça dépend, ça peut être selon les gens une journée ou des années, ça dépend. Hein. Et en fait, c'est qu'une première étape. Après, comme dit Marion, le regard continue à se poser, mais plus par curiosité, avec amour, avec tendresse. Il n'y a pas de charge en fait. Et ça, c'est le grand changement. Il n'y a plus de recherche dans cette tension permanente vers le bonheur. Il faut que je trouve comment ça se fait, comment je peux y arriver là, tu vois, à ce bonheur, à trouver ce bonheur définitif. En fait, il n'y a pas de bonheur définitif dans l'expérientiel, dans le monde. Nous, on est le bonheur même. Et ça, tant que c'est pas réalisé, on va le chercher ailleurs, quoi. Une fois que c'est réalisé, on arrête de le chercher. Et en fait, c'est on, mais je dis on, mais il n'y a pas de on, en fait. C'est vide d'un quelqu'un quand je dis on, ici.
C'est la façon dont fonctionne cet organisme. Il n'y a plus de recherche du bonheur. Ça n'a pas de sens, puisque je suis ça. Et ça, c'est la première étape. Et puis, il y a une seconde étape ça, c'est le je suis, le regard. Et la seconde étape, qu'on appelle ce qui est, que Ramana Maharshi aussi appelle ce qui est, c'est l'absolu, peu importe le mot qu'on va prendre, c'est cette absorption en la source même, y compris de je suis. Parce que même je suis est connu. Et qu'est-ce que c'est qui connaît même je suis? Qu'est-ce que c'est qui connaît tous les phénomènes existentiels, tous les phénomènes subtils, même l'être, l'être-té, le je suis, le regard. Et ça, c'est ce qui est. Et là, à un moment donné, quand le regard se retourne de ce côté-là, à un moment donné, il n'y a même pas la conscience, il y a absorption. Il y a absorption, c'est-à-dire c'est un peu, je fais souvent des gestes, c'est-à-dire que au départ, on est pris par les choses, on croit qu'on est quelqu'un dans le monde. Et puis, ça se décolle, et puis, on voit les phénomènes, mais qu'est-ce que c'est qui voit les phénomènes? C'est ce regard, ce je suis. Et ce je suis, un jour, il se retourne, tiens, mais il se contente, c'est quoi ce je suis? Qu'est-ce que je suis, moi, en tant qu'être, en tant que je suis? Et puis un jour, ce je suis, mais il y a quelque chose qui me connaît, moi, je suis, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est le ce qui est. Et là, à un moment donné, il y a absorption et retournement. Et cette phase-là est inconsciente, il n'y a pas de conscience là. Et à ce moment-là, il y a épousage. C'est-à-dire que l'expérientiel retrouve sa phase première, c'est d'être complètement fusionné, comme dit Marion, fusion complète en ce qui est, avec ce qui est, en tant que ce qui est. Et à ce moment-là, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus l'idée d'un moi ou quoi que ce soit, c'est pas possible. On pourrait ajouter une chose, c'est qu'à cet instant, en fait, il y a la conscience impersonnelle, ce qu'on appelle, c'est déjà un sujet. L'idée d'un sujet, l'idée d'un point focal d'où parle l'expérience, à ce moment-là, est tombée. Voilà. Oui. Il n'y a plus que ce qui est, sans personne ni nulle part pour le voir, tu vois. En tant que je suis regard, même si c'est impersonnel, il y a un sujet quelque part, tu vois. Et parfois c'est le piège parce que les gens pensent que l'aboutissement est ici et il y a une récupération très subtile de je suis quand même quelqu'un, tu vois, même si c'est impersonnel, je suis la conscience qui observe. C'est ça, c'est qu'il y a un mythe de l'éveil, en fait, hein. Oui, et en même temps, c'est une étape souvent indispensable. Oui. On relâche déjà beaucoup de tension et déjà ça va beaucoup mieux dans la vie, quoi. Ouais. D'accord. Alors, je vais juste préciser quelque chose, c'est que quand on parle de l'expérientiel de ce qu'on vit au niveau existentiel, comme ce dont vient de parler Gérard, ça va beaucoup mieux dans la vie. C'est juste une conséquence naturelle, c'est-à-dire que c'est pas du tout ce qui est recherché. On pourrait dire la cerise sur le gâteau, c'est tiens, il y a une constatation que c'est tranquille. Tu vois, je dis ça parce que le piège parfait, c'est de récupérer l'éveil pour aller mieux. Tu vois, c'est pas ça du tout. C'est un jeu du mental. Ouais, exactement. C'est pas, je prends la souffrance et je vais en faire quelque chose pour l'enlever, tu vois, y compris je vais m'éveiller pour enlever la souffrance. C'est de voir. L'éveil permet de voir. Alors, je dis voir, hein. Je dis souvent voir, moi, précisément de quoi est fait la souffrance. En fait, la souffrance n'est pas quelque chose. Elle est transparente. C'est une construction qui n'a pas de réalité. C'est ça la fin de la souffrance. Tu vois, c'est pas il y a une souffrance et je vais m'en débarrasser. C'est une percée de la souffrance jusqu'à voir sa nature même. Oui. Oui. Du point de vue de ce qui est, entre guillemets, de ces perspectives-là, il est évident qu'il n'y a pas de souffrance. En fait, il n'y a rien là. Il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il ne peut pas y avoir d'évolution, il ne peut pas y avoir de souffrance. Donc, tout ça, ça s'effondre complètement. Et après, bien sûr, dans la vie de tous les jours, il se trouve que, apparemment, le rêve continue à se dérouler. Il semble que, apparemment, il y a quand même le temps et l'espace et des phénomènes qui apparaissent. Avec une histoire en dents de scie comme tout le monde, parce que il n'y a pas que des hauts dans la vie, il y a toujours aussi des bas, c'est la vie. Sauf que, même de ce point de vue-là, ça n'a plus de charge. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la tristesse, c'est doux, de la colère, c'est fort, n'importe quoi, c'est accueilli, c'est pleinement accueilli sans effort. Et même, les rares fois où c'est pas accueilli, même ça, le non-accueil est accueilli.
D'accord. Et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Donc forcément, la souffrance existentielle diminue très fortement, mais c'est un effet secondaire. Et c'est recherché. À aucun moment, je cherche à enlever une souffrance. Jamais, jamais, jamais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a plus aucun sens. Ce sont des émotions qui sont observées et qui sont prises pour ce qu'elles sont. Observées ou pas, sont simplement vécues, qui passent, qui n'ont pas d'importance intrinsèque, qui sont connues comme transparentes. Et ça n'empêche pas du tout de vivre la vie, pas comme tout le monde, mais avec intensité, au contraire. Parce qu'il n'y a plus de peur. Il n'y a pas la peur, par exemple, si un jour on se quitte, que de souffrir. Il n'y a pas cette peur-là. Donc on peut vivre complètement intensément la relation, puisqu'il n'y a plus la peur. On peut au contraire complètement vivre tout ce qui arrive, parce que c'est naturellement complètement accueilli, et on sait que de toute façon, il n'y a rien de grave dans tout ce qui se passe. Même au niveau du corps physique, il peut y avoir des douleurs, c'est pas grave. C'est pas l'effacement des émotions, c'est l'équanimité en fait. C'est-à-dire que les émotions demeurent et elles sont plus jugées. Comme une équanimité de fond et une superficie qui est tout le temps en mouvement, comme avant, et pleinement épousée en quasi-permanence, je veux dire. Oui. Même s'il demeure des frictions apparentes, tu vois, il peut demeurer des préférences, mais il est su que c'est vide. Je sais pas comment dire ça. Les préférences sont vides. C'est ok, tu vois, t'es pas bien, c'est ok, t'es bien, c'est ok. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas dans cet état-là, ces notions d'acceptation peuvent être prises pour de la résignation en fait. Hein. Alors regarde, parce que il n'y a pas quelqu'un pour récupérer ça. Donc ce qui apparaît, c'est juste ce qui apparaît dans l'instant. Tu comprends? On pourrait dire l'instant est du coup honoré tel qu'il est. Tu vois? Donc s'il y a je sais pas moi une tristesse qui apparaît, c'est une tristesse qui apparaît. Et elle est pleinement vécue. L'idée qu'elle appartient à quelqu'un n'est plus là. Donc forcément, elle est là, et c'est parfait puisque c'est là. Elle est déjà pleinement accueillie, la vie l'a déjà accueillie puisqu'elle est là. C'est d'une façon générale, très souvent les gens, ils éprouvent une colère, ils éprouvent la tristesse, déjà ils en veulent pas. Ils veulent que ça se change. Et ça fait que ni la tristesse ni la colère ne sont pleinement vécues. Il y a une résistance à vivre ça. Donc au contraire, la colère, la tristesse par exemple sont pleinement vécues, épousées immédiatement. Et du coup d'ailleurs ne durent pas. Mais ça c'est un effet secondaire encore une fois. C'est-à-dire que il n'y a absolument aucune résignation, bien au contraire, c'est une sorte de sublimation de l'expérience. Parce que l'expérience n'est plus mise à distance, elle est complètement épousée. La résignation est liée à l'idée d'être bien. Oui. Et que moi j'y arriverai pas, il y a des idées derrière. J'arriverai jamais à faire en sorte que ceci ou que cela. Il n'y a pas ces pensées-là. Donc en fait, il n'y a pas de scénario ou de projection qui serait mise sur un événement. Il y a un accueil de l'événement avec une expérience prise pour elle-même. Et même s'il demeure parfois des projections, elles sont vues comme non étantes. Comment dire? C'est pas à moi que ça apparaît. Il peut demeurer des résidus, tu vois. Et alors? D'une façon générale, avant l'éveil, on croit qu'on est quelqu'un dans le monde qui vit des expériences, une histoire de vie, etc. Oui. Là, ce qui change, s'il y a un changement de perspective. Ça, on arrête de croire ça. On arrête de croire qu'on est un individu dans le monde. On réalise qu'on est l'être, puis on réalise qu'on est ce qui est. Donc le point de vue, c'est celui de l'être, ou encore mieux, celui de ce qui est. C'est un retournement. En perspective. C'est-à-dire qu'au lieu de ne voir que l'individu et de croire qu'on est ça, et puis l'être c'est quelqu'un, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, le truc de fond, par exemple, en parlant du je suis, il y a c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que il y a identification à je suis, puis à ce qui est, et là, forcément l'individu il est là quelque part,
il est pleinement vécu comme tout le reste, comme le monde qui nous entoure, mais c'est comment dire, on peut pas dire une petite chose, mais en même temps c'est pas grand chose au regard de cette plénitude de ce que je suis. Et là donc l'idée d'un libre arbitre s'effondre complètement. Évidemment qu'il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, évidemment. Mais la question c'est même pas ça, c'est qui pourrait bien avoir un libre arbitre? Il faudrait qu'il y ait un auteur, un moi, un individu qui ait un libre arbitre. Parce qu'on n'est pas une marionnette, parce qu'on est une marionnette signifie qu'on croit en un moi. S'il n'y a pas de moi, la question du libre arbitre s'effondre. Alors, pour quelqu'un qui souhaite donc avoir une ouverture de conscience, quels pourraient être les freins à cette ouverture ou à cet éveil? Où y a-t-il une possible préparation? Est-ce qu'il y a peut-être des techniques qui pourraient favoriser cette ouverture? Depuis des millénaires, les grands sages parlent de la méditation, de rencontrer des êtres éveillés. Enfin, toutefois ça existe. Enfin, être éveillé, ça veut rien dire. Voilà. Après, c'est être tranquille avec soi-même, être tranquille avec ce qui émerge en soi. Ça ne nous appartient pas. Mais ça ne peut pas être quelque chose de récupéré. De toute façon, ça ne m'appartient pas, peu importe ce que je fais. Non. Ça, c'est une récupération mentale d'un concept mondial. C'est arriver à ce point où il est réalisé que réellement, il n'y a pas de libre arbitre, par exemple. Réellement, je ne pense pas les pensées apparaissent. Je ne choisis pas quelque chose dans la vie. Les choix se posent à un moment donné en fonction de mes préférences, de l'allant naturel, des conditionnements de chacun. Je ne pose pas d'acte, par exemple, là je bouge ma main, je choisis pas de bouger la main. Les mots que je prononce, je choisis pas de les prononcer. Le ton de la voix, je choisis pas tel ou tel ton. Ça apparaît tout seul. Je suis vécu, je suis pensé, je suis traversé. Non, pas je. La vie se déroule. Ça s'appelle encore celui d'un moi, d'un quelqu'un qui... Non, c'est pas je suis vécu, c'est la vie se déroule, les pensées apparaissent, les gestes apparaissent, les émotions apparaissent, les choix se font, etc., etc. Déjà, rien de constater ça. Waouh! Alors, c'est pas moi. Ou alors, simplement, on peut aussi voir, je suis le corps ou je suis pas le corps? Si je suis le corps, quelles sont les conséquences? Si je suis pas le corps, quelles sont les conséquences? Et qu'est-ce que je suis si je suis pas le corps? Et si je suis pas les émotions parce que les émotions apparaissent? Si je suis pas les pensées? Si je suis pas mon histoire, ma mémoire? Qu'est-ce que je suis? Ah là, il y a un grand blanc. Je sais pas. Ça, c'est très une voie. Un autre côté, c'est si je dépose tout, les pensées, les émotions, le corps, l'histoire de moi, la mémoire, etc., etc. Tout, qu'est-ce qui demeure? Ou encore, là maintenant tout de suite, essayer d'arrêter d'être. Je dis pas exister. Essayer d'arrêter d'exister, c'est facile, mais on se tranche la gorge, voilà, c'est fini. Essayer d'arrêter d'être. Qu'est-ce que c'est qui peut pas arrêter d'être? Par exemple, c'est des choses comme ça, mais souvent on a besoin d'être accompagné dans cette démarche-là. Ouais, moi je vais le compléter ou le dire d'une autre manière. Au départ, quand on cherche, on a tendance à regarder dans la mauvaise direction. Je le dis comme ça. C'est-à-dire que l'attention se porte sur l'existence. L'attention se porte sur les objets perçus, les sensations, les perceptions, les pensées, le corps. Tout ce qui est perçu. D'accord? Ce qui est perçu ne peut pas être ce que je suis, puisque c'est par nature perçu. Je ne suis donc pas un élément du perçu. Alors qu'est-ce que je suis? S'il y a perception du corps, je ne peux pas être le corps. Oh, waouh, c'est quoi ce truc, tu vois? C'est s'intéresser, ne plus tourner l'attention vers ce qu'on appelle extérieur, mais retourner l'attention vers l'autre côté, vers l'intérieur. S'intéresser au prétendu sujet de l'expérience. Ça, c'est dingue. Le corps est perçu, quoi. Moi, toujours, ça m'a... La première fois que j'ai vu ça, je dis, waouh!
Tu vois, c'est vraiment s'arrêter là. Alors, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui perçoit tout ça, tu vois? Lâcher tout ce qui peut être perçu. Alors forcément, au début, ça fout les jetons parce que on regarde que dans le perçu. On sait même pas qu'il y a autre chose que du perçu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand ce fameux jour, je pensais qu'il y avait que du perçu. Alors forcément, ça fait bizarre. Oui. Généralement, on ne va même pas se poser toutes ces questions. Je pense qu'il y a un mois, quand on était jeune, on croyait au Père Noël ou au Saint-Nicolas, quoi. Oui. Et donc, dans cette perspective-là, la conscience n'est pas dans le corps, mais c'est le corps qui est dans la conscience. Dans un premier temps, on peut dire ça, oui. Mais la conscience elle-même, elle est connue. Il n'y a je sais que je suis conscient. Il n'y a pas de différence entre la conscience et cela que je suis. Tu comprends? On ne parle pas d'une conscience extérieure. Oui. C'est là, toujours là. Rien que là. Il y a toujours que là. Une autre manière de dire, c'est je suis conscient et je sais que je suis conscient. Qu'est-ce que c'est qui sait que je suis conscient? Là, on revient directement à l'être où je suis. Est-ce qu'il peut être un frein pour le cherchant, c'est justement de s'identifier en tant que cherchant, en tant que personne qui est à la recherche de... Exact. Alors c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe parce que tant qu'on croit être quelqu'un, on cherche en tant que ce qu'on croit être. Tu vois, on s'imagine être ce qu'on croit être et on cherche en tant que cela à trouver. Ben forcément, c'est pas possible puisque c'est ce sujet-là qui a besoin d'être vu comme non étant. Donc forcément, ça fonctionne pas. Oui. Et pourtant, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, du coup, ce que ça montre là, c'est que c'est pas un faire. Tu comprends? Tout d'un coup, c'est un mécanisme qui est vu par personne pour ce qu'il est, qui s'effondre, et alors se dévoile ce qu'on a toujours été. Tu vois? C'est pour ça qu'on parle de réalisation. On pourrait dire que ce sont comme des voiles qui s'effondrent. Et nul ne connaît ni l'heure, ni l'endroit. Enfin, ça dépend pas d'un quelqu'un. Exactement. Ça, c'est pas un faire, c'est pas une action. Et ça fait pas partie des sens corporels, parce qu'à nouveau, les sens corporels sont perçus. C'est pour ça on parle d'évidence, on parle d'apperception, une perception, et les mots sont très... ils n'y vont jamais, quoi, les mots peuvent pas. Et le mot est toujours chargé de notre interprétation, donc forcément ça crée plein de distorsions à ce niveau-là, parce que dès qu'on va parler de conscience, chacun imagine ce que pour lui est la conscience, et forcément c'est pas ça, c'est vraiment déposer toutes les pensées. Et quand il n'y a plus aucune pensée, image, qu'est-ce qui reste? Se laisser ressentir ce qui demeure là, en fond. Et puis on peut entendre ce genre de discours 100 fois, et puis il se passe rien. Et un jour, il y a une phrase banale, et ça shift, personne ne sait pourquoi. Normalement, la phrase c'était tu es la simplicité même, je lui dis. Tu es la simplicité même. C'est une phrase banale. Mais ça a traversé, à ce moment-là, la manière dont ça a été dit, la manière dont ça a été entendu, dont ça a traversé, ça a été pourquoi? Je me souvenais même plus de la phrase, tu vois, c'est pour te dire. Moi, la phrase, ça a été, qu'est-ce que tu connais de l'éveil? On peut dire ça à des millions de personnes, ça va rien leur faire. Ouais. À ce moment précis, ça a traversé. C'était un déclencheur. Ça a été, oui, c'est ça, oui. À un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. J'aime bien cette expression de Ramesh Valsekar, laisser la vie être. Bien sûr. Mais laisser ER, mais presque enlève le mot laisser même. Qu'est-ce qui demeure?